rebonjour. Enfin, en fait, je dis rebonjour parce que là, je viens d'enregistrer un épisode que vous allez vous entendre le 15. Et là, on se retrouve pour l'épisode du 14 de My Birthday, mon anniversaire. Joyeux Sana Helloa, Yagamir. Sana Helloa, Yagamir. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل. Et voilà, joyeux anniversaire à moi. Alors là, à l'instant T où j'enregistre, on est le 12. Il y a plein de gens qui vont te dire ah oui, c'est pas bien de se souhaiter un joyeux anniversaire avant. Bon, stop, on arrête là. On commence à me casser la tête. Si j'ai envie de me souhaiter un joyeux anniversaire, un joyeux j'anniversaire 2 jours avant, je le fais. D'accord. De toute façon, mon anniversaire, c'est après toute la semaine. Et pour mon anniversaire, j'ai décidé de faire un truc que j'avais vu plusieurs fois sur YouTube et tout. J'avais dû le voir aussi dans des podcasts, je sais plus. Mais c'est genre X choses avant. Genre, imaginons quand t'as 30 ans, c'est 30 choses que j'aurais voulu savoir avant mes 30 ans ou ce genre de choses. Et ben, j'ai fait 29 choses que j'aurais voulu savoir avant mes 29 ans. Il faut savoir que la réalité de la réalité, c'est que je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de savoir quoi que ce soit. Bah si, en fait, si, il y a des choses, voilà, vous allez me dire, sur des systèmes de violence et tout ça, ça peut être utile. Comment, voilà, si on m'avait expliqué comment neutraliser le capitalisme de manière sûre et certaine, bah peut-être que j'aurais pu le faire plus tôt. Non pas qu'il soit déjà neutralisé, enfin bref. Ça va être un épisode un peu léger. On n'est pas là pour trop se casser la tête, alors que vraiment, genre, vraiment, il y a des points où j'ai mis littéralement, genre, euh, la lutte. Voilà. Je vais vous lister les points. J'en ai mis 30. Alors que je vais pas du tout avoir 30 ans, je vais avoir 29 ans. Mais voilà, comme ça, je vais lire les points, je ferai quelques commentaires. Et puis, c'est parti, quoi. Donc, 29 choses que j'aurais voulu savoir avant mes 29 ans. À l'instant T, j'en ai encore 28. Première chose, j'ai le droit de ne pas être parfaite, parfait, comme vous le souhaitez. Bah tout simplement. Tout simplement. Genre, pendant très longtemps, c'était un truc où, mais encore aujourd'hui, hein, j'ai un peu ce toc où si quelque chose n'est pas parfait, si je ne suis pas parfait, si je ne suis pas parfaite, si j'ai pas fait exactement tout ce qu'il fallait faire et tout, je ne le fais pas. J'avoue que je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que je trouve que c'est bien de pouvoir se renseigner sur les sujets avant d'ouvrir sa gueule. Mais j'avoue aussi que parfois ça peut être, comment dire, ça peut empêcher de faire des choses. Moi, pendant très longtemps, ça m'a empêché de faire plein de choses. Par exemple, là, ne serait-ce que ce podcast, je l'aurais jamais fait il y a encore quelques années. Mais jamais, jamais, jamais. Parce que l'idée de me laisser parler, alors que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je fais très souvent seul. Mais l'idée de pouvoir montrer ma vulnérabilité dans ma connaissance, en tout cas, ça aurait été quelque chose de très compliqué. 1, 2, 3. Waouh. Très compliqué pour moi. Dans le sens où c'est important que tout soit nickel, mais je pense que ça vient aussi avec le fait d'être une personne racisée, le fait... Il y a plein de choses qui font que euh, tu es obligé en fait d'avoir cette perfection parce que on viendra... En fait, tu sais très bien qu'on va venir te chercher des noises, comme on dit. Donc, tu es obligé de te back up, d'être sûr que tout ce que tu dis, si quelqu'un va te dire quelque chose, tout ce que tu dis, tu as des preuves, tu as des receipts, comme on dit, genre, ben, vraiment pour être sûr que si quelqu'un va te dire quelque chose, tu dis, ah non, la recherche elle est faite là, et tu as fait même les 15 millions de recherches. C'est comme j'avais vu un jour, je crois, une vidéo sur TikTok où il y avait une députée, je crois, qui disait, c'était pas en France, mais qui disait pourquoi je devrais avoir honte ou je devrais me sentir, pas avoir honte, avoir le syndrome de l'imposteur, sachant que, étant donné que je suis une femme noire et qu'autour de moi j'ai que des hommes blancs, je sais très bien que j'ai fait 10 fois plus de travail qu'eux. Donc en fait, bien sûr que j'ai confiance en moi, puisque je sais qu'à la base j'ai dû travailler plus qu'eux, donc je connais mieux le sujet qu'eux. Donc je vais pas avoir. Bref, donc c'est intéressant de le voir aussi dans ce sens-là, je trouve ça hyper intéressant de dire ça. Mais du coup, voilà, s'autoriser à ce que, en tout cas, les choses ne soient pas parfaites
tout le temps en tout cas. Après, c'est important d'essayer de se backup et pas de se backup, mais en fait de juste pas parler pour ne rien dire, même si là vraiment j'ai l'impression que ce podcast c'est un peu ça. Mais voilà quoi. Deuxième point, je ne suis pas de trop. Ça, j'avoue. Bah en fait, j'ai rien d'autre à dire. Mais toute ma vie, moi, ça a été tu es de trop, genre. T'es trop. Genre, tu sais, tu prends trop d'espace. Mais pas tu prends trop d'espace de manière que négative, dans le sens où je peux comprendre qu'on me dise, genre là, tu prends trop de place, laisse la place aux autres. Mais aussi, genre, ouais, je sais pas, genre, tu rigoles fort, tu fais, tu vois, tu veux toujours savoir plus, comprendre plus, tous les trucs comme ça. Ou même t'es de trop, genre. Ouais, tu prends de la place même, de la place, comment dire, pas spirituellement, je sais pas comment dire. Genre en mode, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu m'en vouloir que d'autres gens parlent de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en mode quand je rentre dans une pièce, les gens ils sont en mode pia 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 à faire des rumeurs sur moi. Et après il y a des gens qui viennent me voir en me disant mais en fait partout où je vais, on parle tout le temps de toi. Et je suis en mode bah en fait c'est pas moi le problème, hein. Vraiment moi j'en ai rien à faire, ne parlez pas de moi. Waouh, pas moi qui fais la pique me. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, toute ma vie, on m'a dit t'es trop, genre, mais après, tu sais, t'es trop arabe, t'es trop queer, t'es trop PD, t'es trop trans, t'es trop quoi d'autre, t'es trop grosse, t'es trop gros, t'es trop tout en fait. Bah, tu vois, tu, le truc là de, comment on appelle ça, le casseur d'ambiance ou je sais plus comment on dit là, mais genre en mode ouais, t'es pas détendu ou je sais pas quoi, genre, bah, voilà. Donc, j'avoue que, bah, aujourd'hui, je le sais. Parce qu'aussi, je pense que je le sais parce que je vois parfois qu'il y a des moments où ça a pu servir à quelque chose de manière concrète dans le monde. Ce côté un peu trop de. Que les gens disaient que c'était trop chez moi, je sais que ça a pu servir à des choses et aider des gens. Donc, du coup, c'est pour ça que ça m'a, je pense, rassuré sur le fait que, en fait, bien sûr qu'il faut faire attention à ce que tu dis. Pas ce que tu dis, mais en tout cas, voilà, laisser la place aux gens et même à ce que tu dis, tu vois. Et à ne pas prendre trop de place. Enfin, voilà, les autres ont aussi besoin de place pour respirer, pour vivre et pour s'exprimer. Mais que ce que tu es n'est pas trop, tu vois. T'es pas trop arabe en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait ça, mon téléphone n'arrête pas de se fermer. Je ne suis pas, troisième point, je ne suis pas obligé d'avoir des relations sexuelles. Vraiment, c'est dans le désordre, hein. Ne me dites pas, ça n'a aucun sens, c'est dans le désordre. Bah tout simplement. Je sais que pendant très longtemps, moi quand j'étais jeune, j'avais la sensation que il fallait peut-être un peu aller vite. Il fallait connaître les relations sexuelles vite. Et puis je pense aussi que j'ai eu un rapport compliqué avec le regard des autres sur mon corps, enfin, comme j'en avais déjà parlé dans un épisode. Et alors, je pense que c'est venu par nécessité, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où juste, bah en fait, j'avais pas du tout, ça m'intéressait pas, j'avais pas envie, j'avais envie de me protéger. Et j'en avais peur aussi. Et par la suite, bah en fait, j'en ai plus rien à faire, mais depuis très longtemps, hein. Et comme je le disais bah, dans l'épisode que vous allez entendre le 15, du coup, moi, je n'ai pas. C'est pas du tout quelque chose que je fais régulièrement, comme on dit. Comme on dit. Mais, et du coup, en fait, je m'en tape. Mais à un point, vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Je prends. J'ai la sensation, je sais même pas, en fait. En fait, ça me demande tellement d'énergie. Je pense que c'est ça aussi. C'est que ça me demande tellement d'énergie aujourd'hui que c'est pas du tout quelque chose dans lequel je me dis. C'est pas simple, entre guillemets, pour moi. Et comme c'est pas simple, bah ça me va de pas le faire. Et puis voilà quoi. Mais aussi, je voulais juste le dire. Aussi, je l'ai dit, je pense plus pour vous qui écoutez, c'est s'il y a des gens plus jeunes, genre vraiment. Après, j'ai l'impression que les gens plus jeunes, ils se forcent plus à faire ce genre de choses, mais genre ouais, genre c'est pas grave, hein. Vraiment, 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 c'est pas grave. Genre ça fait des années. Après, de quoi on parle quand on parle de relations sexuelles? Mais il n'y a pas que la pénétration, mais en parlant de pénétration, ça fait moi des années. Sans pénétration, c'est très peu. Enfin, voilà, c'est important de pas se mettre la pression sur ça et que
et qu'on bah, on n'est pas obligé, on est obligé de rien de toute façon. Puis si on s'oblige, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc voilà. Quatrième point, l'alcool. J'ai écrit l'alcool, ça ne sert à rien. Bon, bah voilà. En fait, c'est juste que ça doit faire pareil plusieurs années. J'ai jamais beaucoup, beaucoup bu. J'ai bu à des instants, genre par exemple à des soirées où j'ai pu beaucoup boire, mais ça a jamais été dans mon quotidien. Genre jamais je me suis dit je vais prendre un verre. Je me rappelle très bien qu'une fois je l'ai fait, où je me suis dit allez je vais m'acheter des bières, tout le monde fait ça, et je vais boire une bière. Et finalement non, je crois que j'avais acheté du vin. Bah en fait j'ai vidé le vin dans le lavabo. Voilà, je n'ai même pas. Je crois que je me suis servi un verre. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça ne m'intéresse pas d'être. Je ne juge pas encore les gens qui sont obligés. J'en avais déjà parlé, je crois, dans un épisode, justement. euh, genre, enfin voilà, c'est la société dans laquelle on vit qui nous oblige aussi à utiliser des outils pour pouvoir ne pas se rendre compte de la réalité de la violence du monde. Mais en tout cas, moi, c'est pas du tout un truc où je me suis dit, genre, en tout cas, c'est pas mon vice. J'ai fumé des cigarettes pendant 10 ans, mais j'avoue que l'alcool, j'étais en mode, bah, c'est pas pour moi. Genre, quand je vais dans un café, je prends pas d'alcool. Aujourd'hui, là, en 2025, j'ai bu l'équivalent de 2 bières, 2 pintes en 2025. Qu'est-ce que j'ai bu en 2024? Probablement rien. Donc voilà, j'estime pas que je suis sobre parce que c'est pas du tout. Comme je vous dis, comme c'est pas dans mon quotidien, c'est pas rentré dans mon quotidien. euh, voilà, c'est pas quelque chose que j'estime vraiment. J'y ai déjà pensé, je me suis dit, ah, je vais être sobre. Et je me rappelle un jour, j'avais dit ça et j'avais une amie qui m'a dit, mais il faudrait peut-être déjà boire pour pouvoir dire que tu es sobre. Mais donc je bois pas dans mon quotidien, mais encore moins maintenant, quoi. C'est vraiment maintenant, je fais la fête, je suis tranquille quand je rentre le lendemain. Enfin, quand je rentre à 4 heures du mat. Et je trouve que ça me met plus en accord avec mes sensations, plus en accord avec mon consentement aussi, plus en accord aussi avec mes émotions. Et voilà, quand j'en ai marre en fait. Quand j'ai la flemme de faire la fête, je vais pas me dire, en tout cas, je vais plus me dire, ah, allez, on reprend un dernier verre et comme ça, on peut tenir jusqu'à 6 heures du matin. Bah, en fait, non, ça m'intéresse pas, bah, je rentre tout simplement. Et, et voilà, je pense que, je pense que c'est une bonne chose en tout cas. Je crois que le point d'après, c'était la cigarette va juste me faire perdre de l'argent. Voilà, j'ai fumé pendant 10 ans. Moi, j'ai commencé à fumer des cigarettes, j'avais 14 ans, je pense. Ouais, 14, j'ai fumé jusqu'à 24 ans. Et je crois que c'est ça, à 24 ans. Et voilà, j'ai juste arrêté. Après, en fait, ça me donnait de l'anxiété aussi. Donc, ça a été, entre grosses guillemets, plus facile pour moi d'arrêter parce que j'avais associé ça à une mauvaise expérience, à un mauvais événement dans ma vie. Je l'ai même pas en tête là. Et du coup, dès que je fumais une cigarette, ça me donnait de l'anxiété. C'est-à-dire pour fumer une cigarette, il fallait que j'avais fini mes cours, que j'avais fini tous les devoirs que je devais faire ou je devais rendre, que j'avais envoyé tous les messages que je devais envoyer, tous les mails que je devais envoyer. Je dis ça parce que j'étais dans une période où j'étais en études à ce moment-là, que j'avais appelé tous les gens que je devais appeler, que je n'avais vraiment plus rien du tout dans la tête. Il fallait que ma tête elle soit complètement presque vide et à ce moment-là, je pouvais allumer une cigarette et encore je la fume même plus en entier. Enfin, c'était tout un truc. Donc au bout d'un moment, je me suis dit ça sert à rien quoi. On va arrêter là. Et donc j'ai arrêté. Et depuis, j'ai repris que dans mes rêves, j'avoue. Il y a des moments où le matin où je me réveille, je suis en mode oh non, j'ai fumé tout un paquet. Et après, je suis en mode non, en fait, c'était juste dans ta tête, dans tes rêves. Est-ce que je compte arrêter de fumer toute ma vie? En vrai, je pense qu'à ce stade, oui. Mais je me dis pourquoi pas quand je serai une vieille personne, une vieille dame. J'ai tellement envie d'être une vieille dame, genre. Mais c'est même pas sûr hein, que je serai une vieille dame, hein. Mais quand je serai une vieille dame, pourquoi pas avoir ma cigarette et pouvoir, voilà, me dire bon, ce sera mon petit côté cigarette, quoi. Mais en vrai, je pense pas. Tel que je réfléchis, je pense pas, parce que là, je pourrais, hein, j'ai des gens qui fument autour de moi, qui peuvent me proposer des cigarettes quand ils savent pas que je fume pas, donc et en fait, ça m'intéresse pas, quoi. Euh, Sixième point, on est à 14 minutes, hein. Sixième point, écoute ton corps te parle.
Ça, je trouve que c'est un peu privilégié d'avoir écrit ça, hein. Mais c'est vrai, mais en même temps, bah voilà. Mais c'est juste que je pense que je sais pas de quoi je parle, mais à ce moment-là, genre, je sais que voilà, en fait, mon anxiété, elle a duré tellement longtemps dans ma vie, et elle est encore là aujourd'hui, mais de manière moindre, principalement parce que je suis sous traitement antidépresseur. Mais je pense que ça, pendant très longtemps, j'ai pas voulu l'écouter aussi parce que moi, j'ai eu une anxiété qui, comment dire, bah, était un peu privilégiée, quoi, et un peu très, comment on appelle ça, pas insupportable, mais c'était un peu une pique-me, mon anxiété, quoi. Dans le sens où la moindre chose, j'avais très du mal à survivre dans le monde, quoi. Donc en fait, au bout d'un moment, si j'avais écouté tout ce que mon anxiété me disait, bah, en fait, c'est compliqué de vivre et de faire des choses dans la vie. Euh, donc, mais c'est vrai que pendant très longtemps, moi, je me souviens de quand j'étais au collège et que je me réveillais le matin et que je pouvais pas sortir de mon lit parce que mon dos était complètement bloqué et que je devais rouler pour pouvoir sortir de mon lit parce que mon anxiété était en mode genre en fait, euh, tu n'aimes pas l'endroit où tu vas, tu ne te sens pas bien, tu te fais harceler, period, genre reste dans ton lit, genre. Sauf que ça fonctionne pas comme ça la vie. Il faut aller à l'école et il faut, je dis pas qu'il faut, mais en tout cas, bah voilà, j'avais pas le choix. Donc, euh, donc voilà. Point 7, j'exige le respect. Ça, ça c'est un truc avec lequel je passe plus. Je pense que ça me vaut aussi mes jobs. C'est que, en fait, quand il y a quelque chose qui me sidère ou je suis en mode genre c'est pas normal, j'arrive pas à me taire. Encore une fois, c'est un point de privilège parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient ne pas, enfin, qui auraient envie de pas se taire mais qui sont obligés de se taire. Euh, je pense que ça se voit aussi sur ma gueule. J'arrive pas à trop changer ce point sur ma gueule. Mais ouais, c'est un truc, moi, quelqu'un qui respecte pas quelqu'un. Mais alors, bien sûr qu'il faut pas non plus exagérer, mais dans le sens où, je sais pas, par exemple, les gens, je trouve que les gens, ils crient facilement sur les gens. Genre, c'est un peu facile de toujours crier sur les gens et d'être en mode, on fait comme si de rien n'était. Enfin, donc je pense que c'est important, même si tout ce que je dis, en vrai, ça n'a pas trop de valeur, puisque je sais pas, j'ai l'impression d'être une personne privilégiée qui parle dans un micro, donc tu vois ce que je veux dire. Mais il y a aussi le truc de. Pas ça n'a aucune valeur, mais bien sûr que tout. En fait, on fait tout avec ce qu'on peut. Enfin, on fait ce qu'on peut, quoi. Euh, Point 8, j'ai le droit d'être aimé. Ah, period. Ouais, bah tout simplement. Ça, c'est un truc que j'apprends encore aujourd'hui. Mais je pense que moi, pendant très longtemps, je pensais que je n'étais pas une personne aimable, hein, que c'était pas mais amitié, tout ce que vous voulez, qu'on ne pouvait pas m'aimer. J'étais juste là pour servir à quelque chose, pour servir un système, pour servir un truc, mais c'est tout. Un, un- Il y a aucun moment où je me disais genre ah mais en fait j'ai le droit d'être aimé, d'être respecté, d'être aimé de manière pour tout ce que je suis et sans un jugement constant sur qui je suis. Les choses ont changé. Euh, Je pense que le monde a changé, je pense que les gens autour de moi aussi ont changé, on évolue toutes et tous et c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, ouais, bah, tout simplement c'est vrai, quoi. J'ai le droit d'être aimé. En tout cas, je crois aussi que j'ai beaucoup moins besoin de l'approbation et l'amour des autres et surtout de gens que je connais pas en fait. Il y a un moment où je sais ce que je fais, c'est-à-dire que il y a des gens parfois qui me disent que je suis un peu bête, dans le sens où par exemple il y a des gens qui vont être vont avoir besoin de quelque chose à un moment et moi je vais être gentil avec ces gens-là. Et après il y a des gens qui vont me dire mais t'es un peu bête quand même. Pas t'es bête, pas forcément comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais ce que je fais. Je suis pas bête, c'est-à-dire qu'il y a des moments j'estime que il y a des gens qui quand tu sens ça peut paraître très hautain ce que je veux dire, mais il y a des gens, j'ai la sensation, qui sont pas forcément foncièrement des personnes méchantes, mais tu sais que bah en fait si tu leur apportes de l'amour en fait, que ça peut être ce moment qui peut être important dans la bascule d'éviter de devenir des pires enflures. Et du coup, je trouve que c'est important. Je trouve que parfois, même si c'est bien de crier parfois, d'hurler quand il le faut, mais je pense que l'amour, ça peut être aussi un outil de ramener les gens à d'éviter que les gens en tout cas partent trop dans la méchanceté quoi.
Point 10, tout est politique. Bah, en fait, je crois qu'il n'y a rien à rajouter, hein. Tout est politique. Nos existences sont politiques, nos opportunités sont politiques, nos amours sont politiques, nos discussions sont politiques, nos opinions euh, sont politiques. C'est important de s'unir en fait, de s'unir et de discuter entre nous. La diversité politique, c'est très important de se mélanger, de mélanger nos discours, justement pour ne pas se perdre dans un entre-soi nombriliste euh, et de... Ouais, tout simplement, mais tout est politique. Tout est politique, nos décisions de chaque jour sont politiques et peut-être, encore une fois, il ne faut pas non plus exagérer sur tout. Mais en tout cas, oui, ben là, on l'a vu par exemple avec les systèmes de boycott concernant le génocide en Palestine, où on se rend compte que, ben, en fait, prendre des décisions du quotidien, même si ça ne va pas changer le monde, parce qu'on sait très bien que les décisions, elles doivent être prises par les gouvernements pour pouvoir avoir un vrai impact sur les sociétés, mais en tout cas, qu'il y a une volonté d'union et que cette union, elle sert à quelque chose. Ce n'est pas juste je boycotte telle marque, ça servira à rien. Si, en fait, ça, c'est un des nombreux outils. Seul, ça ne sert à rien, mais c'est un des nombreux outils. Quoi d'autre si mon téléphone veut bien s'ouvrir? Point 11. Essayer de changer les choses au niveau local, c'est utile. Ouais, bah, c'est ce que je pense. Je pense que pendant très longtemps, j'avais l'impression que je voulais absolument. Je pense que je suis pas la seule personne, mais je voulais absolument changer le monde. Et je me disais, mais seul de mon côté, je pars. En fait, c'est la continuité de ce que je viens de dire du point 10. C'est que j'avais la sensation que je pouvais rien faire. Et je me rappelle très jeune, je crois que j'avais vu un. Je sais plus où j'avais vu ça, mais ouais, où j'avais compris. J'avais lu ou vu quelque part que justement, c'était important d'essayer de manière locale, dans sa vie au quotidien, de prendre des décisions. Parce que c'est ça, en fait, qui change. On est toutes et tous des influenceurs et influenceuses de notre quotidien. Et que, bah, comme par exemple pour le boycott, en fait, ça raconte quelque chose et ça permet de discuter, d'amener pardon, des sujets sur la table qui ne sont pas forcément discutés tous les jours. Ça permet oui, de poser des questions et de regarder parfois les choses en face, quand d'autres personnes n'ont pas forcément la possibilité, l'envie ou le temps de les regarder en face à ce moment-là. Et du coup, c'est important de se dire, en fait, dans mon quotidien, quand je prends la décision d'agir d'une certaine manière, 1 plus 1, ça peut servir dans le positif, dans le négatif, mais 1 plus 1, ça peut servir aussi. 12, être sensible, c'est mon pouvoir magique. Bon, là, c'est mon côté un petit peu genre fairy. She was a fairy. Mais ouais, genre, je pense que c'est un truc pendant très longtemps. Mais je sais même pas si je suis vraiment sensible ou c'est juste que j'ai pas été éduqué comme un mec. Enfin, je sais pas, genre. Parce qu'en vrai. Mais oui, j'ai la sensation que pendant très longtemps, j'étais en mode ah, mais ouais, je suis trop, quoi. Trop de choses me mettent en colère, trop de choses m'énervent, trop de choses me. J'arrive pas à les faire, hein. Et en fait, je pense que c'est une. J'ai arrondi, j'allais pas lever un 1, j'ai pas terminé ma phrase. Non, mais j'arrive pas à les admettre en tout cas. Et je sais que ça a pu énerver beaucoup de gens autour de moi. En mode genre, ouais, genre, arrête de faire ta princesse, genre, arrête de nous faire chier, le monde il est comme ça. Et donc, bien sûr qu'il y a un côté, comme je l'ai dit, privilégié, sûrement. Et quand je dis sûrement, c'est de manière sûre. Euh, mais aussi, je pense que ça m'a aidé à certains moments de pouvoir dire, bah, en fait, ça, c'est pas normal. Et je sais que on nous fait croire que c'est normal et qu'on est obligé de baisser la tête, mais ce n'est pas normal. Et en fait, c'est juste que, comme je l'ai dit, je pense dans plusieurs épisodes, euh, c'est important de se rendre compte de ses privilèges, mais aussi c'est important d'utiliser les privilèges qu'on a pour le but qui nous intéresse, quoi. Un but positif, euh, éventuellement. Mais voilà, c'est-à-dire, c'est pas juste dire ah, j'ai pris les hein, ta gueule. C'est aussi dire, bah en fait, c'est un droit de privilège, je l'ai utilisé pour faire ça. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est pas une si mauvaise chose pour moi d'avoir été une personne et d'être encore une personne peut-être considérée, j'en sais rien, comme plus sensible que d'autres. Même si c'est faux, parce que tout le monde est sensible, c'est juste qu'il y a des gens qui ont la possibilité de l'être et d'autres qui n'ont pas la possibilité de l'être.
13. Tout n'est pas de ma faute, même si ça me rassure parfois. Ouais, bah, tout simplement. Ça, c'est ma psy qui m'avait dit ça, qui m'avait dit que j'utilisais le fait de dire que tout était de ma faute pour contrôler les choses. Et malheureusement, la réalité, c'est que parfois, tu ne contrôles pas les choses et que ce n'est pas de ta faute. Voilà. Même si on t'a fait croire que l'individualisme euh, voilà, était une solution, on sait que c'est pas le cas, que c'est le collectif. Donc en fait, bah, tout n'est pas de ma faute. Il faut prendre ses responsabilités hein, quand on fait quelque chose de pas bien. Essayer de comprendre, changer, mais tout n'est pas de ma faute. Et il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas la possibilité de tout de suite, directement en tout cas, avoir un impact. Euh, et c'est compliqué. En tout cas, pour moi, j'avoue que c'est compliqué. Encore aujourd'hui, même de manière indirecte, très facilement pour moi, je dis ok, c'est ma faute. Je prends la responsabilité. Je prends et je pense que malheureusement, il y a aussi un côté où il y a eu un moment dans ma vie où du coup ça a délégitimé parfois la parole des gens que j'avais en face parce que j'étais en mode ah non, c'est ma faute. Allez, on arrête de discuter, c'est ma faute. Ou bien j'ai aussi ouais je prenais à moi des choses qui me concernaient pas. Et je pense que c'est important de se distancer et de réussir à dire bah, en fait ça c'est ma faute, mais ça factuellement c'est pas ma faute. C'est pas moi qui suis à l'origine de ça et on peut en discuter, mais c'est pas moi le problème. Et donc je pense que c'est important de savoir le faire. Euh, Point 14. Pose-toi et regarde tout ce que tu as fait. Je vais juste boire de l'eau. Tout simplement. Je pense que c'est. Parce que souvent on a tendance à tout oublier. Genre, moi je sais que je vis dans le passé et dans le futur en même temps. Je vis très peu dans le présent. Et je pense que c'est important parfois de se poser, de se dire mais attends, ok, quand j'avais 14 ans, je me disais, ou même 13 ans, 12 ans, 7 ans, je me disais que je serais une superstar et que. Et que je pourrais aider les gens que j'ai envie d'aider, et que le monde aurait changé, tout ça. Mais ok, c'est pas le cas, mais regarde tout ce que t'as fait, quoi. Regarde toutes les choses que t'as changé, ne serait-ce que dans ta, ta vie à toi, la manière dont t'as évolué, tes amitiés, comment elles ont évolué, elles ont changé, les gens avec qui t'as grandi, les gens que t'as perdus, toutes les choses matérielles que t'as pu faire. Quand je dis matériel, c'est des choses que t'as créées de tes mains, euh, tout. Et puis même les choses immatérielles, genre toutes les choses que t'as apportées aux gens, c'est aussi des choses positives, les choses que t'as combattues, les choses que t'as traversées, les gens avec qui t'as pu traverser ces choses et les gens que t'as aidé à traverser d'autres choses. Enfin, c'est important de pas avoir la sensation justement hyper capitaliste de se dire bah en fait tant que j'ai pas gagné 1 milliard d'euros j'ai rien fait, tant que je suis pas une superstar j'ai rien fait, tant que tout le monde ne connaît pas mon nom j'ai rien fait. Par exemple la phrase de ah mais euh, je je vais être quelqu'un. En fait je suis déjà quelqu'un, là ça va faire 29 ans. Quand vous écoutez cet épisode ça fera 29 ans que je suis quelqu'un, genre j'entre dans ma 30e année d'être quelqu'un. C'est enfin voilà quoi, je suis quelqu'un à partir du moment où je suis arrivé sur cette terre, donc c'est pas. Et c'est important de se rendre compte, quoi, de toutes les choses par lesquelles on est passé, positives, négatives, de regarder le positif, c'est bien aussi, enfin voilà, quoi. Et, et je pense que c'est, ouais, tout simplement une bonne chose, quoi. Mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. 15. T'es pas parfaite, mais les gens avec toi rigolent un peu et se sentent pas si mal. Bah ça c'est le truc, le point que je vous avais dit la dernière fois, que j'avais mis en highlight, je crois, dans l'épisode highlight, mais c'est un truc que je voulais renoter. Vraiment, voilà, je suis drôle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, sur ce point-là, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis drôle, genre. Je suis désolé, je suis grave drôle. I'm a fucking funny bitch. Et genre, les gens avec moi, ils passent des bons moments, ils rigolent, genre. Et je suis désolé, mais je trouve ça trop cool. Je trouve ça cool, en fait. Je fais rigoler ma mère, je fais rigoler ma soeur, je fais rigoler mon père, je fais rigoler des gens et tout, ma mif, des gens, mes amis. Je fais rigoler même des gens que je connais depuis 2 minutes. Aujourd'hui, je rigolais avec le médecin, genre. Je l'ai fait rire, genre. Je suis désolé, alors que c'était même pas du tout mon envie principale. À la base, je vous ai dit, j'étais dans l'anxiété. Mais je l'ai fait rire, genre. Et pas, il s'est pas moqué de moi, genre. Je parle pas de ça, je parle vraiment de faire rire les gens.
Donc, je suis désolé, je suis grave une bitch, genre funny bitch, genre. Je suis désolé, je suis vraiment. Je suis drôle. Je suis drôle, genre. Period. 17. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une case pour rassurer les autres. Tu le sais depuis toujours, mais parfois tu l'oublies. Period. Pas moi qui m'envoie des messages à moi-même. Bah voilà. C'est juste que. Enfin voilà, genre, notamment par exemple mon rapport à mon genre, à mon corps et tout. En ce moment, ça va être la problématique, on va dire, en ce moment, où je me dis, mais attends, mais je corresponds pas à ça, mais je veux correspondre à ça, mais est-ce que je dois correspondre à ça? Est-ce que je suis perdu? Est-ce que je suis pas perdu? J'espère que ce point-là ne sera pas utilisé par l'extrême droite pour venir dire des choses que je n'ai pas dites. Euh, mais c'est important pour moi de me rappeler toujours qu'en fait, on est complexe, on est un mélange de plein de choses et que moi, j'accepte cette complexité chez les autres et c'est important que je l'accepte chez moi. Parce que parfois, en fait, je me prends un peu dans. Tu sais, parce qu'il y a ce que tu dis et il y a la puissance en face, quoi, qui parfois est un peu compliquée. T'es en mode genre, mais attends, ok, je l'accepte chez les autres, mais est-ce que moi, j'arrive à vivre avec? Est-ce que. Enfin voilà, plein de complexité et donc je pense que c'est important de se rappeler que on est plein de choses et que voilà, quoi. Et même s'il y a des gens qui veulent nous essentialiser, bah, ces personnes ont tort. Parfois, point 18, parfois tu te perdras. Et c'est la vie, ne t'en veux pas. Trop. Ne t'en veux pas trop. Bah voilà, je vais pas mentir. Euh, non mais c'est vrai, moi ne serait-ce que par mes études, parfois où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, bordel de merde. Ou bien même dans la vie où tu sais, comment dire, t'as un point en face de toi et tu te dis je veux faire ça et puis en fait tu tournes autour du pot, tu fais plein de trucs. Mais c'est pas grave, c'est la vie, on essaye. Faut pas trop s'en vouloir, faut pas trop se dire que qu'on est qu'une grosse bouse de vache en fait. Déjà bouse de vache, fondamentalement, est-ce que c'est pas, enfin c'est hyper organique, c'est bio tout ça, hein. Donc on est bio. Non non mais voilà quoi, de pas être trop dans la méchanceté. Le monde est déjà hyper méchant avec nous, hyper violent. Genre est-ce que on peut aussi se regarder avec un petit sourire quand même? Et voilà, être drôle et avoir de l'empathie pour nous-mêmes aussi. Et être drôle avec soi-même, quoi. Point 19, tu n'es pas que ton passé. Ça, ça, ça les filles, ça définit tellement une longue partie de ma vie. Genre, pour moi, dans ma tête, j'étais en mode, je suis juste cette chose. Enfin, j'étais vraiment enfermé dans mon passé, quoi. J'étais en mode, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas changer. Les gens me perçoivent comme ça, je dois être comme ça. J'ai fait ci, donc je suis ça. J'ai dit ça, donc je suis ci. Enfin, j'arrivais jamais, ne serait-ce qu'à me pardonner moi-même, à pardonner les gens. J'avais une grande rancune contre les gens. Après, je dis pas qu'il faut pas avoir de la rancune, mais il y a un moment aussi, il faut se dire bon, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on se tire une balle, quoi. Euh, donc, c'est ça qui était un peu compliqué. Et moi, vraiment, j'étais enfermé. Ça s'appelle les traumas, hein, mais j'étais enfermé dans mon passé, quoi. Enfermé dans mon passé, et je me disais mais je vais jamais, mais jamais, jamais, jamais avancer, quoi. Et je mérite même pas d'avancer. Et bah, la thérapie, hein, on va pas se mentir, le temps, j'ai la sensation, je vais pas mentir, le temps aussi, hein. Euh, et puis on apprend, quoi. Moi, je sais que quand il y a des choses que je comprends pas ou des choses avec lesquelles j'ai du mal, la chose qui m'a sauvé dans ma vie, c'est mon cerveau. Et probablement aussi l'argent que j'avais à mettre dans la thérapie. Très sûrement. Donc, donc voilà, je vais remercier la personne qui a payé pour mes premières séances de thérapie, qui est ma mère, donc merci. Mais oui, non, mais c'est vrai quoi. C'est genre, c'est ces moments-là où tu te dis, est-ce que j'ai le droit d'être autre chose? Ou est-ce que les autres m'ont défini de cette manière et donc je suis forcément que leur vision? Donc ça a été compliqué pendant un moment. Mais aujourd'hui, ah c'est dingue, ça me donne un petit peu mal au ventre. Pas mal au ventre, ça me floute l'esprit. Vous voyez, genre un peu comme t'es genre tipsy. Bref. Point 20. Tu n'as pas à choisir entre ton arabité et ton genre slash sexualité. Period. Ça, c'est tellement un truc. La dernière fois, je regardais une vidéo de Kid Smile sur TikTok, je crois, où justement, il parlait
le rapport entre la négritude et l'homosexualité. Enfin, en gros, genre, comment se sentir une personne noire dans un milieu blanc queer et en même temps ne pas réussir à se sentir forcément une personne queer dans le milieu avec des personnes noires. Et en fait, c'est un peu la même chose pour les personnes racisées en général, hein. Euh, et j'avoue que pendant très longtemps, c'est aussi ça qui m'a, et encore aujourd'hui, hein, mais aujourd'hui ça me pèse moins, c'est que j'avais toujours vu le milieu de la queerness pardon, comme un endroit de liberté. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était juste un autre endroit de violence, ça m'a rendu triste, quoi. Mais rendu triste, pas triste, triste genre, ah, c'est la fin du monde. Juste triste en mode genre, ah, encore, tu vois. Genre, j'étais pas étonné des blancs qui n'aiment pas les arabes. Et qui est étonné? Personne. Les arabes, les noirs, hein, et, toutes les personnes racisées en général, hein, parce que même si c'est pour les fétichiser, c'est pas une forme d'amour. Mais du coup, ça a été très compliqué de me dire, parce que moi, j'avoue, j'ai jamais eu un grand problème. Ça a été un questionnement, mais en tout cas, dans la partie, dans ma famille, il n'y a pas eu un. Ma famille proche, il n'y a pas eu de. Je sais pas, on va te foutre à la rue ou ces choses horribles que certaines personnes vivent. Maintenant, il y avait une peur de encore un point en plus de violence que je pourrais subir. Et, mais c'est vrai que voilà, c'est juste rappeler parce qu'il y a toujours un peu cette idéalisation des milieux queer où, mais en fait, les milieux queer sont très racistes, très. En fait, ça reste un milieu classique de la société c'est un milieu qui évolue dans la société dans laquelle on vit et qui, pendant très longtemps, ne s'est pas posé les bonnes questions et a estimé que parce que c'était un espace de liberté, que forcément c'était un espace de liberté pour tout le monde, alors qu'il y a tous les genres de violences qui existent dans le reste du système qui existe dans cette entité-là queer. Surtout que dans sa représentation, ça a souvent été quand même un milieu queer blanc, très hétéronormé aussi, c'est-à-dire avec des, euh, des corps très correspondant à ce qu'on attend de la masculinité, des relations où il y avait souvent en tout cas ce truc de, comme on dit, top, bottom. Pas moi qui dis top, bottom, comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait cette hyper hétéronormativité aussi, ce système qui jouait dans cet organisme en fait, euh, du système. Et du coup, ça a été un peu antinomique, pas antinomique, si c'est ça, mais genre en mode, bah, on te vend ce truc de liberté, en fait, tu te rends compte très rapidement que c'est pas du tout un système de liberté, que tu restes toi. Et moi, je l'ai compris très très jeune en plus. J'avoue, c'était pas une bonne chose non plus, hein, mais je l'ai compris très très jeune que j'étais juste dans ce système-là, en tout cas, que j'étais juste un objet d'érotisme, en fait. Pas forcément un objet de romantisme. Bref, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que les choses ont vraiment évolué. Il y a beaucoup d'associations qui existent. Et puis au-delà de ça, il y a plus de représentation. Et je pense qu'avec le temps, j'ai aussi réussi à être moi-même ma propre représentation de ce que de la possibilité que j'avais, en fait, aussi par mes lectures et par toutes les choses qui m'ont rempli de connaissances tout au long de ma vie, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de me voir évoluer. Je sais qu'aujourd'hui, en me regardant dans le miroir aussi, ça me permet de me rappeler justement à toutes les choses, de ne pas oublier mon arabité, mais ne pas non plus la mettre. En fait, je suis toutes ces choses, cette complexité, comme j'en parlais tout à l'heure. Et si j'arrive dans un espace qui estime que mon arabité n'a pas sa place, bah, ce n'est pas pour moi un espace de liberté. Et c'est pas un espace que je conseillerais, tout simplement, en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Je sais plus c'est quoi le mot, mais de compromis, voilà. Il n'y a pas de compromis à faire sur mon arabité, principalement, parce que c'est quand même très raciste, hein. Euh, mais il n'y a pas de, voilà, de compromis à faire sur mon arabité ou sur euh, mon expression de genre, ou voilà. Point 21, la non-violence et l'apanage. L'apanage L'apanage des privilégiés. Tout simplement. Voilà, je ne vais pas. Enfin, ça sert vraiment à rien de développer.
ces mots spécifiques, je les avais pris de Ferris Barkat, euh, qui est un activiste écologique et antiraciste. Et voilà, c'est juste clair, net et précis en fait. Il faut casser des trucs. Enfin, en fait, chacun utilise son moyen pour. Encore une fois, c'est 1 + 1, c'est-à-dire que juste casser des trucs, ça sert à rien, mais juste parler, ça sert à rien en fait. Donc, et dire, voilà, qu'il faut pas être violent et qu'il faut. On sait très bien qu'il y a déjà eu des institutions ou des mouvements qui ont été mis en place de non-violence. Est-ce que le gouvernement a écouté? Voilà. Donc, il faut pas. Enfin, c'est très hautain, très élitiste, très bourgeois, très privilégié en fait de dire ah mais non mais la violence ne résout rien. C'est faux. Toutes les grandes luttes, mais toutes les luttes ont été à un moment instituées par des mouvements de violence pour pouvoir être écoutées. Parce qu'un système qui gagne euh, ne. Enfin, en fait, si vous n'êtes pas violent avec ce système, il en a rien à faire, puisque il gagne. Vous comprenez? Cette phrase qui voulait rien dire en vrai. Mais en fait, c'est aussi une manière d'interpeller. Sinon, malheureusement, en fait, dans ce système, on nous écoute pas quand on dit juste on a mal au pied, en fait. Quand tu dis à une personne, excuse-moi, tu marches sur mon pied. Excuse-moi, tu marches sur mon pied. Par contre, quand tu la pousses, là, elle va te dire, ah, mais pourquoi tu me pousses? En fait, tu marches sur mon pied. C'est aussi une manière d'interpeller. Et encore une fois, c'est 1 + 1. C'est tout additionné, tous les différents mouvements mis en place additionnés, plus ou moins violents. Tout ça permet le changement. Point 22. Si tu veux te barrer, casse-toi aussi parfois. Ok, cette phrase ne veut pas dire grand-chose, mais ça voulait juste dire un peu qu'il y a des moments où c'est important de se dire, en fait, juste là, j'ai pas la force, je me lève et je me casse, quoi. Il y a des gens avec qui c'est bien de discuter, il y a des gens avec qui... Je dis pas que c'est toujours important de entendre de pas être dans un entre-soi où tout le monde dit la même chose, pense la même chose, tout le monde est d'accord avec toi, ça sert à rien, genre sinon t'évolues pas. Mais parfois, quand tu as entendu maintes et maintes fois le même propos violent qui n'est pas une opinion, bah ça sert à rien en fait. Juste ça sert à rien de juste en tout cas de juste essayer de débattre avec des gens qui juste sont violents quoi dans leurs propos, dans leurs opinions. Et encore une fois, par exemple, une opinion sexiste, raciste, homophobe, transphobe, ce n'est pas une opinion en fait, tout simplement. Donc je vais reprendre mes mots, ce ne sont pas des opinions, ce sont pénalement répréhensibles, des propos pénalement oula, des propos pénalement répréhensibles. Et voilà, ce n'est juste pas, c'est pas des opinions quoi. Donc il y a des moments où juste, et puis même quand on est fatigué en fait, il y a des moments où tu es fatigué de débattre avec X, Y, Z, toujours de la même chose, et surtout quand c'est pas forcément des gens avec qui tu dois débattre, mais quand c'est des gens qui veulent juste, vous voyez cette forme de débat où c'est juste des gens qui veulent juste t'amener à la faute. Tu vois ce que je veux dire? T'amener, tu connais pas ça. Ah bah du coup, ça fait dégringoler tout ton argumentaire. Alors que la personne en face, elle a juste dit un mot, genre. Il y a des moments, faut se lever et partir, quoi. Même ne serait-ce que pour prendre des forces ailleurs et parce que la lutte se passe aussi par le care, quoi, par prendre soin de soi des autres. Tu es magnifique. Merci. Je pense que je voulais juste m'envoyer un petit message. C'est le point 23. C'est vrai. Bah en vrai c'est vrai, c'est important de se le rappeler. Je suis magnifique. Bah en tout cas je suis magnifique, je suis drôle. Euh, 24. Grandir, c'est aussi de se voir tes parents. Je crois que ça j'avais entendu l'artiste Pomme le dire un jour. Et c'est un peu vrai. Voilà, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est important et c'est sain de ne pas être une représentation comme 2 gouttes d'eau de ses parents. Euh, et ouais, je pense que moi, peut-être à un moment dans ma vie où je me disais, mais est-ce que vraiment c'est une bonne... Et en vrai, ça a été une bonne chose. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la relation que j'ai avec mes parents, elle a jamais été aussi bien aujourd'hui et je pense qu'elle le sera. J'espère en tout cas qu'elle le sera toujours aussi bien demain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, toujours mieux. Mais c'est important aussi, voilà,
de pas se vouloir le miroir parfait de ses parents, quoi. Euh, et c'est pas forcément une question juste d'éducation, c'est aussi le système dans lequel on vit. Je veux dire, ce truc de ah mais il faut toujours écouter ses parents, tes parents ont toujours raison, le rapport hyper objectifié des enfants face aux adultes. Et en fait, les adultes n'ont pas toujours raison. Et moi, je me rappelle d'une phrase que ma mère m'avait dit. Elle m'avait dit, mais en fait, moi, j'apprends chaque jour avec toi et ta sœur. Donc, c'est aussi important ça, tu vois, Elle m'a dit, je continue à apprendre quoi chaque jour. Donc, c'est aussi ça. C'est une forme de déception. C'est aussi juste d'amener une nouvelle manière de penser, quoi. Voilà, tout en gardant les choses positives, quoi. C'est pas supprimer absolument son passé, surtout que ça sert à rien de supprimer son passé, le passé il existe, autant apprendre. Point 25, la lutte, la lutte, la lutte. Et je ne parle pas du sport, quoique, j'en ai jamais fait. Je crois que j'ai dû en faire une fois peut-être au collège ou au lycée pendant une séance de sport. Mais ouais, la lutte, la lutte, la lutte. La lutte, elle passe par le quotidien. La lutte, elle passe par apprendre. La lutte, elle passe par prendre soin de nous. La lutte, elle passe par la violence parfois, par casser des trucs. La lutte, elle passe par ne jamais oublier l'objectif. La lutte, elle passe par se le rappeler parfois, parce que parfois on l'oublie. Et que c'est bien aussi de prendre des pauses aussi hein, dans la lutte. Mais de savoir pourquoi on fait ça. La lutte, elle passe aussi, je pense, par vivre. Et je pense que c'est important de se le rappeler parce que parfois on peut se perdre justement dans ce truc d'être tout le temps en colère, tout le temps triste, tout le temps avoir envie de... Mais en fait, parfois c'est important aussi de se dire, bah, la lutte, elle passe aussi par une existence de joie, quoi. Ça, c'est quelque chose que l'extrême droite, par exemple, ou même la droite, n'ont pas, en fait. Nous, on a la joie, on peut avoir la joie. On peut... et parce que dans l'amour, comment on appelle ça, mais la diversité, dans le partage, dans l'apprentissage, il y a aussi la joie, quoi. Il y a aussi cette chose intrinsèque qui nous rassemble toutes et tous, qui est cette volonté d'avoir un monde meilleur où justement on peut toutes et tous être dans la joie. Même si, encore une fois, ça peut être un privilège, mais il faut pas oublier ça et je pense que c'est important de rigoler, quoi. De rigoler, d'être drôle, de faire des blagues, de vivre et dans la joie, c'est aussi important, quoi. Que la lutte, elle passe aussi par ça. La lutte, elle passe aussi par reprendre des espaces de joie. Elle passe par reprendre des espaces de discussion, par reprendre des espaces, en fait, ne serait-ce que physiquement. La lutte, elle passe par se réapproprier les rues. La lutte, elle passe par se réapproprier des espaces dans lesquels on n'a pas voulu nous laisser la place. Et la lutte, elle passe aussi parfois à dire, en fait, on se recrée nos espaces, surtout. Je pense que c'est ça aussi, c'est arrêter d'aller chercher l'approbation dans des espaces dans lesquels, de toutes les façons, on ne veut pas de nous, de recréer son propre système, de recréer ses propres systèmes de vie, de joie, entre guillemets, encore une fois. Et oui, la lutte, elle passe par la violence. Et s'il faut casser des choses, il faut casser des choses. Voilà. Euh, et aussi, je voulais dire, la lutte, elle passe aussi par le contraire de l'individualisme, je l'ai dit tout à l'heure, le collectif. Le collectif. Vraiment. Je vous ai dit que moi, c'était un truc important pour moi cette année. Euh, J'espère que, parce que je suis une personne quand même, encore une fois, avec de l'anxiété, mais j'espère que je vais réussir à justement mettre en place ce collectif. De ne pas juste parler dans ma chambre avec un micro, quoi. Euh, 26, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est une phrase de Socrate, probablement que la personne est devenue problématique, j'espère pas. C'est une phrase qu'on m'a beaucoup répétée quand j'étais enfant, mon père il me disait beaucoup ça. C'est juste une manière de dire que on apprend toujours, quoi. Euh, alors, je dirais pas que je ne sais rien non plus, mais en tout cas de, de garder de l'humilité, de garder un espace d'apprentissage, de savoir, de ne pas se prendre pour Dieu, quoi, parce que de toute façon, je suis pas Dieu et personne ne l'est. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ne pas se prendre pour je ne sais pas quoi, ne pas péter plus haut que son cul comme certaines.
Moi, c'est ce qu'on disait comme ça quand j'étais dans le Grand Est. Enfin, pas dans le Grand Est, mais en France, c'est ce qu'on dit, non? Péter plus haut que son cul. Euh, et quand je dis ça quand on était dans le Grand Est, c'est pas pour dire genre, c'est juste qu'à Paris, les gens ils disent pas trop ça, ils sont pas en mode genre, oh, oh, oh. Non, je sais pas. Les gens que je côtoie à Paris, ils se la pètent un peu. Euh, mais, mais ouais, genre, ne pas. L'humilité quoi. Tout simplement, genre, de l'humilité en fait. On apprend de tout le monde. Ça, c'est un truc. On apprend de tout le monde. Euh, Point 27, t'as eu la chance de tomber, mais surtout de te relever, même si c'est encore un peu bancal cette histoire, et d'autres n'ont pas ce privilège, même si c'est mieux de ne pas avoir à tomber. Ah oui. Bah ça c'est juste parce que j'ai fait un burn-out, que j'ai eu le privilège de pouvoir aller être suivi par une psychologue, parce que ça coûte de l'argent, que c'était le Covid, que moi j'avais un espace de sécurité euh, où voilà je pouvais me nourrir quand j'en avais envie, mais c'était rare, et où j'ai pu fermer les yeux pendant 6 mois et ne pas sortir de mon lit parce que je ne pouvais pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité. J'ai en tête souvent la phrase de ma mère qui m'a répondu un jour où je lui ai dit mais est-ce que toi, tu as déjà eu envie, pas envie, c'est pas le mollo, mais est-ce que tu t'es déjà senti à faire une dépression ou ce genre comme ça? Cette phrase voulait rien dire. Mais est-ce que tu es déjà tombé dans une dépression? Elle m'a dit mais moi je n'ai pas le choix. Si je tombe, tout tombe. Euh, et c'est important de le garder en tête. C'est important de comprendre que ce n'est pas la possibilité de tout le monde, qu'il y a des gens qui vont très très mal mentalement et qui n'ont pas le choix de continuer à travailler. Euh, et voilà, c'est important de garder ça en tête. Et vraiment, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui me le rappellent souvent, mais aujourd'hui, je suis sorti de ça, en tout cas de cet endroit très, très dur à ce moment-là. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais c'est facile pour personne. Mais en tout cas, j'admets encore plus la chance que j'ai eue à ce moment-là d'avoir l'espace pour que ça se produise. En fait, ça se serait produit de toutes les manières, mais ça aurait pu finir plus tragiquement. Là, j'ai eu l'espace pour me soigner. C'est ça. Point 28. Tu as le droit de ne pas savoir, de ne pas choisir. Je pense que ça revient à peu près à un point qu'on a vu plus haut, mais c'est pas grave, on se répète. Euh, mais ouais, moi pendant très longtemps, quand on me disait mais tu veux faire quoi de ta vie? Je sais pas. Mais tu veux faire ça? Je sais pas. Alors je sais pas si je mentais. Je pense que je mentais un peu parce que je savais, mais je savais que ce que je voulais faire, c'était pas pour les gens comme moi. Mais ouais, je pense que aussi c'est bien d'admettre qu'on ne sait pas. De Bah comme on vient de le dire avec, on se répète, hein, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien, mais c'est aussi parce que je trouve que les adultes, je dis ça comme si je vais pas avoir 29 ans, mais il y a un truc aussi dans le fait d'être adulte où on est censé tout savoir. Tu vois, par rapport aux enfants, ah, nous on sait. Non, non, moi je te dis qu'il faut faire comme ça. Et en fait, la réalité, c'est que parfois tu sais pas, wesh. Parfois, la réalité, c'est que tu avances comme ça et tu avances. Tu continues juste à vivre ta vie, tu fais de ton mieux, quoi. Et, et c'est important, je pense, c'est important, surtout quand on a des instances de pouvoir, comme par exemple le gouvernement, de savoir dire, en fait, juste là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dois. Ça veut pas dire qu'on reste sur un je ne sais pas et qu'on fait rien. Mais ça veut dire, je ne sais pas, je dois faire appel à d'autres personnes qui ont les connaissances, les compétences et qui peuvent m'aider à prendre la décision. Donc c'est important de dire je ne sais pas en fait, c'est important de le dire. Et je pense que je le dis même peut-être pas assez. Je réfléchis. Parce qu'en fait, au moment où je dis que je le dis pas assez, je me rappelle de moments où je l'ai dit il y a pas longtemps encore. Mais j'ai tendance, oui, à le dire pas mal, je sais pas, mais en tout cas à poser des questions et à admettre que je sais pas les choses. Mais je pense que c'est aussi important de pas de rester sur un je ne sais pas quoi, de juste dire bah là je sais pas mais je vais me renseigner quoi. Plutôt que d'être dans forcément un discours violent ou un discours de ah mais non mais je sais que c'est comme ça et puis c'est comme ça et pas autrement, enfin voilà. Point 29, fais les choses. Voilà. Je pense que pendant très longtemps, j'ai vraiment la pâteuse comme on dit. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de faire. J'ai toujours ce truc de perfectionnisme. Mais je pense que
C'est vraiment pas le mot perfectionnisme, c'est vraiment genre peur du jugement, ce qui fait que je me disais, je préfère pas faire. Et je pense que c'est important de faire les choses. Ça, c'est un truc que j'ai appris un peu avec la Gen Z. En tout cas, moi, je fais partie de la Gen Z aussi. Et oui, 14 janvier 1997, je suis Gen Z, que vous le vouliez ou non. C'est juste important de se rendre compte que, en fait, on a le droit de faire des erreurs. On fait les choses. Ce qui est important, c'est d'admettre quand on fait des erreurs, de prendre ses responsabilités, d'apprendre et d'avancer. Tout simplement. C'est ça qui est important. C'est pas forcément de faire. Alors après, on s'entend, hein, ça dépend des erreurs, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, fais les choses. Et puis en plus, un truc, mais tout le monde s'en tape. Non, mais c'est un vrai truc, hein. C'est que, en général, quand tu vas voir quelqu'un et tu vas lui dire, alors qu'est-ce que tu penses de ma musique? C'est rare que la personne te dise, waouh, c'est de la grosse merde. Personne dit ça, genre. Ou bien, je sais pas, des gens que tu devrais pas avoir dans ton entourage, quoi. Donc voilà, faire les choses. Et je crois que j'avais noté une petite conclusion, parce que là, on va bientôt quand même à être un épisode d'1 heure, mais c'est pas grave, ce sera pour mon anniversaire, ce sera un cadeau pour vous finalement. On dirait que vous avez absolument envie de m'écouter, c'est une dinguerie ça. Le plus important, c'est que tout ça, tout cet épisode de podcast, toutes ces choses que j'aurais voulu savoir, bah ça sert à rien. Parce qu'en vrai, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Parfois j'ai eu raison, parfois j'ai eu tort, parfois j'ai rien compris, parfois avant tout le monde. J'ai très probablement mal aimé les autres et moi-même, mais j'apprends chaque jour et si un jour j'arrête d'apprendre, j'espère qu'on viendra m'attraper pour me le faire savoir. Tout simplement. Je pense que, en vrai, s'il y a un seul point, je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, j'ai écrasé ma bouche contre le micro en fait, que je n'ai pas dit, mais qui est important, c'est juste que je pense que je peux me dire que chaque jour j'essaie de m'aimer un peu plus et que j'ai fait de mon mieux. C'est tout. On m'a donné des cartes, j'ai fait de mon mieux. J'ai pas eu les pires cartes, j'ai fait de mon mieux. Et j'espère chaque jour, encore une fois, apprendre pour faire toujours au mieux. Pour moi, pour les autres. Euh, voilà quoi. Parce que on va peut-être terminer sur un truc positif, mais je voulais dire genre, dans tous les cas, je suis magnifique, je suis intelligente, je suis talentueuse, je suis sexy, je suis puissante, je suis résiliente. Euh, je m'estime, je me fais confiance et je m'aime. Period, genre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à interagir hein, avec ce podcast. Et voilà quoi. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore joyeux anniversaire à moi et à toutes les personnes qui sont nées le 14 janvier finalement. Euh, Gros bisous.